Les gros bidous, je vous propose une série de 3 vidéos pour vous parler de combinaisons de tarot et d'oracle dans ma pratique du tarot à orientation plutôt spirituelle et personnelle. Comment j'ai commencé à développer mon petit système avec tout ça au cours de ces dernières semaines et mois. Et ces 3 vidéos vont être le prétexte pour aborder évidemment plein d'autres thèmes. Plein d'autres choses par plein de détours. Alors tout d'abord, dans cette première vidéo, je vais vous présenter les oracles et un peu les tarots, mais normalement vous les connaissez déjà. Donc les oracles que j'utilise pour cette combinaison d'oracles. Je vais aborder quelques petites questions techniques, quelques petites questions sur le fond, quelques petites questions théoriques, quelques petites questions relatives à ma pratique, mais on ne va pas encore trop creuser dans celle-ci. Et dans les suivantes, on va rentrer un peu davantage dans le cœur du sujet, et on va aussi discuter de tirages possibles, de quel genre de tirage, quel genre de technique, quelles sont les pressions qu'on peut se mettre aussi quand on tire les cartes pour soi-même, et plein d'autres choses, évidemment. Ça fait bizarre, hein, sans son. Ouais, je sais. Cette vidéo-ci, la première, celle qui est certainement la plus longue, je n'ai pas résisté. Je suis vraiment entrée dans les détails des oracles avec lesquels j'ai commencé à travailler récemment et qui ont profondément changé, bouleversé ma pratique. Des oracles en particulier parce que j'en étais pas fan avant, mais du tarot aussi. Ça m'a vraiment permis de ramener mon approche, pas juste des cartes, mais aussi mon approche éthique, mon approche philosophique, mon approche de païenne, mon approche polythéiste et plutôt animiste dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez polythéiste, animiste pour profiter de cette vidéo, mais j'espère que ça vous intéressera de voir comment, en tout cas pour moi, ça a créé quelque chose, ça a été la petite étincelle qui m'a permis de, je pense, de passer à un niveau supérieur au niveau de ma pratique. Ce qui a été très intéressant pour moi avec ces oracles, c'est que j'ai pu allier ces pratiques-là avec quelque chose de très profond au niveau psychologique et au niveau de l'exploration de soi, qui a été assez détonnant en fait comme approche. Ça a bien chamboulé, n'est-ce pas Sawin? Sawin le sait. Du coup, en fait, il y a à peu près 2h30 de vidéo en tout. Donc, je me doute bien que tout ne va pas vous intéresser. Donc, j'ai décidé de faire ce que moi-même j'apprécie trouver dans les vidéos que je regarde, c'est de vous donner les petits minuteurs à chaque fois qu'il y a un sujet différent qui est abordé, pour que si quelque chose vous paraît un petit peu emmerdant, vous le passiez, vous allez plus loin. Si l'ensemble du sujet vous passionne pas, mais que vous voulez par exemple ma review du cœur Living Altar Oracle, bah vous allez directement là-bas et ce genre de choses. Je sais pas encore si je vais pouvoir l'intégrer dans la petite bande ici en dessous, comme font les comptes pro ou monétisés, parce que je suis pas sûre que j'ai droit à cette fonctionnalité, mais on croise les doigts, je vais essayer, et dans le pire des cas, c'est dans la box en dessous, au-dessus des commentaires, et vous allez pouvoir vous orienter. Ça va vous permettre aussi de mieux comprendre comment sont divisés les différents sujets. Et si tout se passe bien, les gros bidous, pour la dernière vidéo, on aura un petit tirage collectif selon le principe que j'utilise quand je tire les cartes. Donc voilà, je vous montre des cartes. C'est pas encore celle du tirage parce que la conscience m'indique que je le ferai plus tard. Peut-être même une 4e vidéo. Wait and see. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, ne vous inquiétez pas, dans les 3-4 jours qui suivent, les autres vont arriver aussi. Je déteste attendre avant de publier mes vidéos. Je suis une très mauvaise planificatrice. Quand j'ai créé du contenu, je veux vous le donner. Ou bien être un peu partout, que vous ne puissiez plus m'éviter. Avant toute chose, je vais vous présenter les jeux avec lesquels je travaille sur ces combinaisons pour l'instant et avec lesquels ça fonctionne vraiment très agréablement.
Je ne vais pas du tout les utiliser tous, absolument tous à chaque fois, parce que parfois ça peut être un peu lourd. Et bon, on parlera de ma pratique plus tard. Concentrons-nous sur les jeux. Donc vous connaissez le slow roller parce que je vous en parle dans plein de vidéos. C'est un jeu épuisé, rare et formidable, et pardon pour le coup. Et je comprends pourquoi plein de gens en rêvent. Et il a vraiment la palette de couleurs qui fait qu'il va très bien fonctionner avec le reste de ma sélection. Maintenant, il fait partie de mes 3 jeux de prédilection avec le Fist Spirit ici et le TA. Donc c'est des tarots dont je vous parle super souvent parce que c'est mes tarots de base. Mais je dirais que même s'il fonctionne vraiment bien avec ces vidéos-là, avec ces autres jeux, même si je fais des tirages importants avec lui, j'ai notamment encore fait un tirage il y a quelques jours qui va être prédéterminant dans ma pratique, qui est super fort avec celui-là. Ça reste un de mes go-to, hein, des tarots vers lesquels je vais pour plein de questionnements différents. Et ben, malgré ça, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour le Fist Spirit Tarot avec lequel je dois travailler depuis, j'allais dire 6 mois, mais pas du tout 6 mois, mais depuis certainement novembre-décembre. Et je peux pas dire qu'il a détrôné le slow roller pour moi, mais c'est quand même celui que j'utilise vraiment tous les jours. La connexion est suffisamment forte entre nous pour ça pour l'instant. Donc je dois encore faire une vidéo de review en français, hein. Vous avez déjà vu la review en anglais peut-être. Et voilà, je traîne un peu, mais c'est toujours au programme, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Mais donc je trouve qu'il va moins bien avec l'ensemble. Mais parfois c'est essentiel pour moi de tirer une carte avec lui parce que c'est un jeu avec lequel j'ai vraiment une connexion, une vibration telle que ça ne peut pas être un autre. Donc lui, il reste sur la pile, il reste à proximité. Mais en fait, en réalité, quand j'utilise ces combinaisons, je dois dire que parfois les tarots passent à l'arrière-plan, tellement c'est agréable de travailler avec les oracles et que, contrairement à ce que j'ai toujours fait et que j'ai cru que je ferais toujours, bah finalement, ce qui prend le cœur de la scène, qui est au devant de la scène, autour de quoi tout va s'articuler dans le tirage, ça va être mes oracles. Et un tarot aussi que j'utilise comme un oracle, on y revient. Alors, excusez-moi, hein, j'ai tellement pas l'habitude de travailler avec un trépied que je galère un petit peu à prendre possession de l'espace. Et mon écran est tellement haut que je vois pas ce que je fais dans l'écran. Donc, je dois apprendre quel est mon cadre et c'est loin d'être pratique, d'être évident pour moi. Et donc, oracle suivant, le tarot de la dévotion de Lepage Novembre. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour présenter les oracles de Lepage Novembre, je ne vais pas recommencer. On a dans la maison la 2e édition de cet oracle, peut-être je vais aller vous le chercher. C'est Rose qui l'utilise. Et du coup, moi je suis restée avec ma première édition en fait, finalement. Donc, quand on a une relation tellement personnelle avec un jeu, c'est difficile de passer à un autre. Donc, pourquoi le tarot de la dévotion? Qu'est-ce qu'il va apporter ici? Donc, c'est un oracle, malgré son nom. Donc, le tarot, vous voyez bien ce que ça apporte, parce que c'est ma base de ma pratique, c'est le tarot. C'est un système qui est très complet, qui permet de travailler avec plein de choses différentes. Et pourquoi j'ai différents oracles? Parce que les oracles vont à chaque fois apporter quelque chose de différent, quelque chose qui leur est propre dans le tirage, et du coup ils se répondent vraiment super bien. Ils créent un ensemble en fait par leur présence. Et celui-ci, quelle est sa spécificité par rapport aux autres? C'est qu'il a un côté, de par son nom déjà, vous vous en doutez, l'oracle de la dévotion, de par les vitraux et les fresques que vous voyez dessus, elle a un côté très divin, très dévotionnel, et donc il ramène quelque chose de la pratique spirituelle, de la pratique dévotionnelle,
Alors, on a dans ces séries, on a les sorcières, on a les chevaliers et on a les pèlerins. Et puis après, on a les arcanes majeurs qui représentent des grands principes ou des grandes divinités ou des grandes entités, disons. Et à chaque fois, dans cette combinaison, ça permet de balayer différents types d'implications qu'on peut avoir dans notre cheminement, disons, spirituel. Avec, au niveau des chevaliers, ça va plutôt être centré sur notre service à la communauté, à nos communautés, comment on interagit avec elles, etc. Chez les sorcières, on a le service qui passe par l'action, le travail, travailler avec l'énergie, travailler avec la matière. Et encore des sorcières. Et voilà, avec les pèlerins, on a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la contemplation, de passer du temps avec les concepts, avec les énergies ou les entités avec lesquelles on va travailler. Donc on est sur un temps qui va peut-être être un peu plus lent que d'autres choses, sur un type de pratique qui va être en dehors du temps, qui va s'inscrire dans un temps liminal. Du coup, ça se répond super bien. Et en ce qui concerne les divinités, on arrive vraiment dans des connexions avec des choses plus fortes, qu'on peut voir d'une façon transcendantale comme elles sont extérieures à nous-mêmes, ou si vous avez une pratique spirituelle qui fait que vous voyez surtout le divin comme des parties de vous, je juge que, à mon avis, c'est complètement possible. Pardon, encore une fois, j'ai fait bouger le trépied. C'est tout à fait possible aussi de l'utiliser de cette façon-là. Donc pour moi, c'est un jeu qui est central dans ma pratique en général. Pendant longtemps, ça a été le seul oracle que j'utilisais régulièrement, disons au moins une fois par semaine. Maintenant que j'ai ces deux-là, ça a été un peu redistribué. Mais il est vraiment important pour moi pour compléter les messages. Comme j'ai un coup de cœur sur mes nouveaux oracles, je ne vais pas vous dire « Ah, c'est systématiquement le tarot de la dévotion que j'utilise ». Non, je l'utilise peut-être un peu moins, c'est moins dans mes préoccupations. Il a aussi une énergie, pour moi, assez automnale. Et donc, c'est moins le type d'énergie avec lequel j'ai envie de travailler maintenant précisément. Mais rien n'est figé et il fait quand même partie de ma liste. Et alors là, avec les nombres des 4, là, on est vraiment dans quelque chose de très personnel. Puisque du coup, vous savez que je suis une fille des 4, une fidèle des 4, et que alors, le grand mot qui veut tout et rien dire, je travaille avec les 4, ou plutôt, pour moi, je dirais je sers les 4. Mais j'aime bien le mot travailler parce que ça permet de ne pas définir ce qu'on fait. Mais après, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je crois qu'il en manque une, tout comme il en manque une de celui-là d'ailleurs, puisqu'elles sont sur mon hôtel. Ayez pitié de moi, je crade mes cartes. Alors là, ça part. Il y en a une autre où c'est de l'encre, c'est de la cire. Non, ouais, c'est de la cire, mais elle part. Hey, c'est la preuve que je les utilise. Chacun son truc, vous le savez maintenant. Je suis cracra, je ne culpabilise pas avec ça. Mes tarots et oracles vivent. Donc là, c'est vraiment important pour moi quand je travaille sur des aspects très précis de savoir quelle manifestation des 4, lequel de ces aspects, donc lequel de ces épithètes je vais travailler. Donc celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est Clé du Cos, donc c'est la porteuse de clés, et donc il n'est pas ici. Le seul défaut de cet oracle qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas énormément d'épithètes. Et quand on travaille avec les 4, on a tendance à être amené à titiller dans le fait de travailler avec toujours plus d'épithètes. Et donc, j'espère travailler bientôt sur mon propre oracle. En tout cas, je me lance un peu là-dedans. Je réfléchis à tout ça pour juste rajouter un peu de complexité. Mais bon, ça n'égalera jamais les sublimes illustrations de Le Page Novembre. Donc là, pour moi, c'est c'est certainement celui qui a la connotation la plus personnelle parce que ça touche à ma relation, moi, avec une déité. Et du coup, ça me permet d'ancrer le tirage parce que ramener 4 dans mon tirage, c'est ramener son approbation, c'est
ça va demander, ok, sur quel aspect je travaille. On a les 4 Enodia qui est les 4 des chemins, donc on peut avoir une idée de mouvement, on peut avoir une idée de mise en danger, de chercher la marginalité, ou bien d'avoir les 4 qui nous accompagnent dans un voyage, même si c'est un voyage spirituel. Ici, elle nous ramène de la douceur, donc on peut avoir une énergie avec Atala, une énergie de self-care, de prendre le soin. Puis bon, le rappel de la rose va aussi peut-être donner une indication par rapport aux dévotions du moment, aux offrandes du moment. Propulaya, c'est Kat qui est devant les portes, et donc on a un côté c'est une gardienne, c'est une protectrice, mais ici l'accent est aussi mis sur ses chiens, et donc on a cette idée, oui, vraiment de gardienne, mais on pourrait aussi avoir l'idée de garder une certaine forme de secret, de rester pour l'instant derrière les portes alors qu'elle est devant et qu'elle les garde. Donc on a toutes ces dimensions-là qui pour moi vont rajouter quelque chose à la fois au niveau dévotionnel, avec quel aspect des 4 je vais travailler, je vais faire des prières ou des choses comme ça, ou simplement quel type de bénédiction et Kat donne-t-elle au travail que je suis en train d'effectuer pour l'instant. Par rapport au tarot de la dévotion, je vais juste préciser, ça c'est ma première édition, mais la boîte, c'est la boîte de la deuxième, et le petit livret aussi. Et donc voilà, vous voyez, est-ce que j'ai dû allumer mon anneau LED pour faire la vidéo, est-ce que la lumière n'est pas terrible aujourd'hui. Celui-ci est beaucoup plus lumineux dans cette deuxième édition, mais un peu trop glossy pour moi. C'est pas vraiment glossy comme choix de carte, mais vous voyez, ça prend un peu trop bien la lumière à mon goût. Ça doit être une des raisons pour laquelle j'ai choisi de garder celui-ci quand même pour mon travail. Donc l'arrière des cartes est différent. Il y a un peu plus de cartes, donc franchement j'ai pensé que j'allais plutôt choisir l'oracle dans lequel on a plus de cartes, mais non, ça n'a pas été ça n'a pas été ainsi. J'ai vraiment décidé de continuer à travailler avec le mien. Alors je cherche l'équivalent du cheval pour vous montrer un peu la différence de luminosité. Alors je sais pas si vous êtes des geeks comme moi, mais c'est un truc que j'adore faire quand il y a plusieurs éditions d'un jeu en général, c'est voir les vidéos de comparaison des éditions. J'adore. C'est bonjour l'ascendant vierge, c'est moi qui vous parle ici. Et voilà, c'est la minute pour les geeks. Les gens qui aiment les comparaisons comme moi, je vous ai sélectionné certaines des cartes, juste en tirant dans différents types de séries, hein, ici dans les majeurs, du coup, dans les arcanes majeures, pour voir un peu les différences de couleurs. Je les remets du bon côté ou pas? Oui. L'endurance, ici, ok. Ancien, nouveau. Nouveau, ancien. J'espère que ça fonctionne, la mise au point et tout. Hop, hop. Encore une fois, au niveau du divin. Disons que celle-ci permet un meilleur contraste entre les différents aspects des vitraux ou des fresques. Et donc, c'est quand même plus lisible, en particulier pour des personnes qui, par exemple, sont daltoniennes ou ont un quelconque autre handicap ou trouble ou syndrome au niveau visuel. Ça permet quand même de s'en sortir un petit peu mieux au niveau de la lecture. Voilà, la nouvelle édition et l'ancienne ici. On voit bien hein, quand même la différence. Same. Et enfin, voilà. Alors oui, j'ai l'impression, en fait, finalement, en étant... Je vois pas... Moi, celle-ci, l'ancienne, elle attrape pas la lumière pour moi, qui suis ici. Mais je vois que quand je la mets sous ma LED, en fait, limite, elle attrape plus la lumière que l'autre. Mais je dois deviner ce qui se passe derrière ma caméra, qui est trop haute pour moi. Bref, voilà pour la Minute Geek. Et donc voilà, clairement, pour moi, ces deux oracles-ci vont ajouter quelque chose de personnel dans la pratique spirituelle, païenne, polythéiste, par rapport au reste du tirage.
Je suis en train de me dire, mais il n'y a que ça dans ton tirage tatou. Quand tu utilises ces différents trucs, des trucs païens, polythéistes et spirituels. Aïe, aïe, aïe. Alors, avant de vous parler du Living Altar, parce que c'est la folie à quel point je l'aime, je vais vous parler du Wild Unknown Archetypes. Je suis dans le cadre, oui, mais parce que j'ai un peu dénoté mon cadre en bas, mais évidemment, dès que je soulève des trucs, je ne sais pas si je le suis. Oui, j'ai décidé de mettre du washi tape sur le bord du truc et j'ai colorié avec mes stabilos. Je suis désolée pour les personnes qui sont plus maniaques que moi. Alors, j'ai beaucoup hésité avant d'acquérir ce jeu et je l'ai finalement fait parce que ça a été suggéré par Christy Ban. Bon, je l'avais vu plusieurs personnes qui en parlaient et je me disais, bon, finalement, peut-être que mes résistances ne sont pas fondées, il a quand même l'air vraiment extraordinaire. Tout ça, tout ça. Et puis, c'est surtout que Christy Brannan, qui travaille beaucoup sur ECAT, qui a notamment une école sur ça, et qui présente des podcasts et des articles de blog qui sont extraordinaires là-dessus. Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vidéos qui étaient squattées par des chats, les v'là. Et donc, j'ai finalement craqué et je le regrette pas du tout, du tout, du tout. Alors, comment il fonctionne ? Il travaille avec des archétypes, vous l'aurez... Attendez, j'essaie de me souvenir dans quel sens à l'endroit. Vous l'aurez compris. Et on met toutes et tous des choses différentes. On met tous des choses différentes dans ce qu'on entend par archétype. Il y a la version purement jungienne, il y a peut-être une version qui est plus... orienté vers du développement personnel, on a une version qui peut être plus spirituelle, encore que maintenant beaucoup de gens utilisent les versions jungiennes d'une façon spirituelle, et je ne vais vraiment pas rentrer dans la définition de ce que sont des archétypes pour moi. Je trouve que c'est vraiment une question piège et elle est loin d'être inintéressante. On est parti pour des heures. Reposez-la moi quand je lancerai un question-réponse, je ferai un appel à questions sur Instagram. Ce sera ma question piège. Et donc oui, avant tout, ça a une vocation plutôt à travailler sur des archétypes comme des parties à la fois de l'inconscient collectif et de la psyché, et puis au niveau plutôt personnel, et de voir un peu les liens entre comment des archétypes qui seraient des espèces de grandes idées universelles qui peuvent prendre des manifestations très très différentes selon les personnes, les cultures, les époques, etc. vont trouver un écho en nous. Alors oui, certes, ça fonctionne très très bien comme ça fonctionne très bien au niveau très perso, pour faire un travail sur soi, travailler avec ses rêves et tout, mais je trouve qu'il a aussi vraiment une façon de raisonner au niveau d'une pratique qui va être plus à faire du travail avec des énergies, des esprits, des entités, quelle que soit un peu la pratique. J'ai vraiment, encore une fois, pas du tout envie de rentrer dans des définitions, même si c'est des débats qui sont très intéressants. C'est un travail qu'il faut faire, selon moi, ce travail de définition. J'adore trop voir les couleurs qui s'étalent sur ma table de travail, ça me rend toute folle, c'est trop magnifique. Vous savez que j'avais commencé à apprendre le tarot avec le Wild Unknown. Je travaillais un peu moins avec. Vous savez que j'ai des tatouages du Wild Unknown. Il y a différentes raisons pour lesquelles je me suis éloignée de ça, en particulier des raisons qui font que je ne suis pas très fan de certaines approches de la créatrice, peu de le dire. Mais en fait, ce jeu, souvent, je vois juste une carte comme ça et j'ai des frissons partout tellement elle tape fort, elle résonne super fort. Je ne sais pas si vous avez ça, rien qu'à voir les cartes. Je l'avais pas quand je regardais des vidéos, mais depuis que je l'ai, j'ai vraiment ça. Je vois une carte et ça réveille des sensations physiques super fortes en moi. Je ne sais pas si je pourrais tirer les cartes pour d'autres avec. Mais au niveau personnel, vraiment, ça réveille des choses, quoi. Je regarde une image et j'ai pas besoin de l'analyser. Il y a plein de choses qui vibrent en moi et ça réveille quelque chose de ma mémoire presque immémorielle et de rencontres qui peuvent être des rencontres faites en rêve, des gens,
des déités ou des trucs, enfin c'est incroyable. Donc lui, il va rapporter une dimension archétypale, oui et non, parce que il est plus varié que ça. Donc si c'est, par exemple, si je fais un tirage du jour, merde, j'allais parler de mes tirages après. Ok, je vais pas prendre trop d'exemples concrets, mais il peut aussi me donner des indications. Bah, tout simplement, la forêt, par exemple, va me donner une indication si je suis en mode où je vais aujourd'hui, où je vais réfléchir, où je vais écrire, comment je fais de l'exercice. Bah, ah, la forêt de Fan m'appelle. Le threshold aussi, enfin le seuil, l'impasse pourrait aussi m'indiquer ça. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a une série d'archétypes. Voilà, les chiffres romains, c'est compliqué. Hein. C'est pas toujours facile, surtout pour si vous êtes dyslexique ou quoi. Moi, ça va, mais j'ai quand même un peu de mal parfois à retrouver. Alors, je vous montre quand même. Donc, j'ai washi TP l'ensemble, vous me connaissez. On a les soies, comme les parts de soie, quoi. On va dire les soies. Et ça, elles sont au nombre de 50. Non, rien du tout, je déconne. Elles sont au nombre de 30. Elles sont au nombre de 30. Ça, c'est vraiment les grandes cartes générales qui, parfois, disons, par exemple, The Hunter, la chasseresse, ça peut faire référence à des parties de nous, ça peut aussi être, si vous avez une optique plutôt polythéiste ou panthéiste, ou peu importe comment vous travaillez avec le divin, ça peut vous orienter, par exemple, dans le panthéon grec, vers Artémis, ou Diane chez les romaines, ou bien vers beaucoup d'autres choses, parce qu'on a beaucoup de divinités qui travaillent avec ça. On a la grande chasse au niveau des mythes nordiques ou germaniques, ça peut vous faire penser à Odin ou des trucs comme ça, donc ça peut être très très large, donc c'est vraiment intéressant. Il y a tellement moyen d'utiliser ça sur des niveaux divers que c'est chouette. Bon, alors il y a des cartes qui sont plus difficiles, mais je trouve que même celles qui provoquent des résistances, par exemple l'unique ou l'élu ici avec The One, bon, elle nous rappelle déjà dans les mots-clés, hein, la non-dualité, tout ça. Mais même si elle provoque une réaction, bah, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui nous met en alerte, qu'est-ce qui nous fait tiquer, pourquoi, etc. Bon, alors, moi, ce qui m'ennuie souvent, c'est que y a des... Bref, je vais pas parler de la personne qui fait ça et des problèmes que j'ai avec le truc et juste comment je peux l'utiliser. Alors, ensuite, on a les places, vous avez vu, on a les lieux. Qui sont, donc ça commence à 30 et ça finit à 50, qui sont donc au nombre de 20. Ah ben, comme son tarot est sorti en français, peut-être vous aurez un jour la possibilité d'avoir ça en français, parce que c'est vrai que c'est dommage que ce soit qu'en anglais. Et je pense que c'est plus difficile à utiliser si vous avez... vous galérez un peu avec l'anglais. Alors là, on a la pièce vide, par exemple, dans les lieux. Est-ce que c'est un lieu, ça, le village voilà, je me retrouve dans mon bordel, je vais pas en trouver d'autres. Mais ça, c'est chouette parce que ça peut orienter aussi bien au niveau du rêve. Alors, par exemple, j'aime aussi bien tirer des cartes avec ça et les autres de ma combinaison. Le soir, avant d'aller m'endormir, avant d'aller dormir pour m'aider à tirer des rêves ou à me demander ce que je vais pouvoir explorer, tout ça. Donc, ça a des manifestations très diverses. Et ensuite, on a les outils. Donc, qui sont au nombre de 70 et on était à 50, donc au nombre de 20 aussi. Est-ce que je vais trouver un outil ici pour vous montrer un petit peu allez, absolument pas, ça va. À la flamme, voilà, par exemple, c'est typiquement une carte d'outil. Et puis ensuite, on a les initiations. Et là, on a des grands concepts, plutôt à dimension philosophique, sur leur nom grec. Philosophique, où vous voyez, hein, Thanatos, ça a été extrêmement repris en psychanalyse. L'anima mundi, si vous travaillez avec les cadres, vous savez que l'âme cosmique, l'âme du monde, c'est un de ses attributs, c'est une de ses fonctions tardives par rapport à l'Antiquité au niveau des philosophes néoplatoniciens. Voilà, Kairos, donc ça peut se prêter à toutes sortes de pratiques,
aussi bien si vous avez une approche très psychologique ou psychanalytique des cartes, qui n'est pas la mienne en premier lieu, hein, même si ça peut faire partie aussi de ce que j'en fais, que si vous avez une approche plutôt pratique, je travaille avec le divin, j'accueille le divin, je vais au-devant de toutes ces choses-là. J'adore balancer des trucs comme ça et puis faire... Je vais pas être plus précise, parce que sinon on est vraiment parti pour des heures, vous savez. Hein. Je me sens, genre, j'ai l'impression de faire tout ce que je dis qu'il faut pas faire. Pour moi, c'est un peu dommage, parce que l'anglais n'est pas une langue qui est extrêmement genrée, et donc pour moi, c'est dommage qu'il y ait des archétypes qui sont très genrés. Si vous avez le roi, vous avez pu voir certainement la mère, le père... Ah, voilà, elle explique aussi dans son bouquin pourquoi elle a décidé de choisir finalement l'ensorceleuse ou la magicienne ou la sorcière, et donc la vieille dame ici, pourquoi elle a choisi ce nom-là, etc. Bon, ça va encore. Même si on a ces idées de triple déesse que parfois je passe beaucoup de temps à râler là-dessus. Mais pour moi, l'aspect genré apporte rien, et ok, on va avoir les gens tendance un peu jungienne ou psychanalytique, tout ça, machin, qui vont dire mais c'est des parties de nous, c'est pas lié au sexe, ou c'est pas lié aux organes génitaux, ni rien, on a tous notre part, donc l'anima et l'animus dans les trucs jungiens. Désolée, hein, mais en 2020, si on veut changer quelque chose vraiment à toutes ces perceptions-là, il faut qu'on arrête de dire, d'associer des trucs extrêmement genrés à la mère ou le père. Voilà, moi ça fonctionne pas. Mais je trouve que, regardez, les représentations sont assez neutres. Bon, le roi, là on a une dimension très solaire, la reine est très lunaire, mais c'est pas parasitant. Et par exemple, en travaillant avec Hécate, qui de toute façon est une divinité qui est assez fluide au niveau du genre, donc de toute façon, elle peut incarner tout ça. Voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, Hécate était plutôt conçue comme une déesse vierge, comme vous le savez, on l'appelle souvent la maiden, la jeune femme dans l'Antiquité. Alors, déesse vierge, à l'époque, ça signifie qu'elle n'appartient à aucun homme et qu'elle est libre au niveau de sa sexualité, pas forcément qu'elle est chaste, même si vous avez des exemples dans la mythologie grecque de déesses pour qui être une déesse vierge, c'est une déesse chaste, donc qui choisit le célibat. Bon. Donc, il y a ça, il y a la mère, et il y a, je vous ai montré la crone, là, avec la vieille dame, avec la corneille. Pour moi, ça fonctionne parce que Hécate a une dimension à la fois de déesse mère, dans le sens plutôt contemporain, moderne, de ce qu'on entend par déesse mère. Attention, dièse, merci. Et voilà, il y a aussi une filiation qui n'est pas liée au fait d'être la génitrice d'eux. C'est-à-dire qu'on dit souvent d'Hécate dans la mythologie que c'est la mère de Médée, c'est la mère de Scylla ou c'est la mère de Circé, et c'est rarement perçu au sens génétique ou de sang, machin, de la chose, mais plutôt une idée de généalogie en tant que sorcière, de constellation, de réseau, de qui on se revendique. Et donc pour moi là ça devient intéressant de travailler avec ça, ça m'aide en tout cas de travailler avec Hécate pour pouvoir passer à côté de ce que j'estime personnellement un peu plus difficile dans ce jeu-là. Mais vous voyez aussi, ok, voilà, on a quelqu'un qui couvre, ok, mais en même temps, on a des mains féminines, qu'on peut lire comme féminines, entre guillemets, mais voilà, on a le vernis et tout, ça veut jouer sur ces aspects-là, évoquer ça chez nous, mais c'est pas ultra présent, quoi. Je veux dire, vous comparez ces deux cartes-là, ouais. Bon, c'est un peu trop binaire, mais ça va. Franchement, j'ai un grand plaisir à travailler avec cet oracle. Et puis, comme je vous dis, hein, malgré toutes mes réticences, l'histoire d'appropriation culturelle, de la créatrice, etc., des sujets qui ont été maintes fois débattus, eh ben, je regrette pas, je culpabilise un petit peu, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce jeu et de travailler avec lui, parce que... sorry not sorry pour moi-même, quoi, mais les résultats sont extraordinaires. Voilà, on pourrait pinailler sur l'utilisation du terme chaman qui est généralisateur, qui prend quelque chose qui vient qui existe dans un contexte particulier et qui l'universalise, etc. Bon, ok, c'est sûr. Et en même temps, putain, ce jeu fonctionne trop bien, et voilà.
Mais bon, vous aurez compris, je pense que c'est assez difficile pour moi de définir exactement comment je l'utilise, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte. Parce que ça va vraiment dépendre du tirage, du jour si je vais à l'offrande. Allez, il y a quand même plus forte chance que pour moi ça fonctionne dans mes relations, dans mes pratiques spirituelles. C'est vrai. Et par exemple, si je vois the shapeshifter, la métamorphoseuse, zut, merde. Ah, je commence déjà à mélanger les mots. Bah, ça peut m'évoquer des choses très très différentes. Ça peut vraiment fonctionner très très fort au niveau intrapersonnel, tout comme ça peut me ramener vers d'autres choses. Et je sais pas, j'espère que je vous ai transmis un peu ce qui m'a touché dans ce jeu. J'ai beaucoup de difficultés à en parler finalement parce que il est spécial, il est très spécial. Et j'aime beaucoup moi les images de Kim Krantz. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai commencé avec ce jeu-là. Hein. Comme beaucoup de gens, c'est aussi le Wild Unknown. Tarot nous a quand même permis, à beaucoup de gens où à l'époque il y avait très peu de variété dans les jeux de tarot, dans le sens où c'était encore très hétéronormé, d'entrer dans le tarot. Après, oui, ça a voulu dire qu'il n'y a pas eu de personnages. On est passé par essentiellement des animaux et un certain minimalisme au niveau des scènes et tout ça. En tout cas, pas du tout d'humain pour transmettre un message. Mais bon, je parle du Wild Unknown dans d'autres vidéos. Hein, vous pouvez retrouver ça dans mes plus anciennes vidéos. Mais à cette époque-là, c'était déjà ça, parce que ça permettait à certaines personnes qui se retrouvaient vraiment pas dans le côté blanc, hétéro-cis-normé et tout, des jeux de tarot, de s'y mettre, quoi. Et alors là, ça peut faire penser au 9 d'épée, par exemple, dans son tarot. J'adore, c'est grouillant, ça me fait... Franchement, pour moi, oui, ça fonctionne trop bien, en fait, avec les dévotions à Hécate. C'est très difficile pour moi de parler de ces choses très spirituelles dans les détails dans des vidéos. C'est assez bizarre, j'ai l'impression de m'exposer quand même beaucoup au ridicule et à ce que des gens tournent en dérision mes convictions et mes pratiques et ça reste très très difficile en fait. Le Living Altar est tellement énorme que j'ai fait de la place pour pouvoir l'accueillir. Il est énorme vraiment, dans tous les sens du terme. Donc The Living Altar, un oracle, donc c'est l'hôtel, A-U-T-E-L, vivant, hein, un oracle, un jeu d'oracle et de sorts, de sortilèges, pour là où le sorcière, sorcière radicale. Wouhou. Alors ce jeu me fait rêver depuis sa sortie, j'ai jamais imaginé qu'il était aussi grand. On va le prendre par rapport à un tarot de dimension classique ici, pour vous faire une idée. Et il était hyper cher. Après, maintenant, quand je vois la qualité de fabrication et tout, je comprends complètement son prix, que peut-être j'aurais pas trop imaginé avant. Mais voilà, c'était vraiment pas possible pour moi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance que Beth de Little Red Tarot me l'offre. C'est genre, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçu, je crois. C'est extraordinaire. Ce tarot et cet oracle est tellement énorme. Je vais d'abord vous montrer ce que j'utilise pas et que j'ai laissé au fond. C'est des cartes de sorts. Que dire? Si je rentre dans les détails, ici je ferai jamais oui, mais je vais pas faire de vidéo de review parce qu'il est trop perso pour moi ce jeu. Je vais juste vous montrer. Donc ça c'est le dos des cartes en général. Elles sont très douces. Elles ont une finition veloutée qui est adorable. Et alors une espèce de surimpression brillante là sur toutes. Donc ça c'est l'endroit où on voit vraiment enfin leurs sorts prennent vie quand on va le brûler. On voit des feuilles, on dirait la verveine là. On a les points de couture qui ont été faits, l'aile de papillon et tout. Et il y a une série de cartes, je ne sais plus à quel nombre elles sont, c'est presque une vingtaine, qui sont une carte de sort qu'elles ont, et elles ont réalisé autour de ce tarot, de cet oracle. Je vais y arriver aussi, voilà, je fatigue. Je vais bientôt arrêter de filmer pour aujourd'hui quand j'aurai fini cette présentation.
Et c'est parce que chacune des cartes est chargée des sorts que ces personnes ont fait, les créatrices autour, pendant une année, et que ces cartes sont jointes à l'oracle sans autre forme de présentation. Et c'est très intéressant, honnêtement, je vois comment les utiliser parce qu'elles ont une vraie présence et qu'en complément à certains tirages, juste en sortir une, en particulier un tirage avec l'ensemble des jeux que je vous ai présentés ici, juste en sortir une, la déposer sur son autel ou en faire un autel à elle toute seule, ça permet de vraiment en laisser infuser les énergies, la magie qu'on a voulu mettre dans ce tirage. Mais c'est compliqué à expliquer et c'est certainement pas avec elle que je vais tirer les cartes, mais c'est un complément intéressant qui reste au fond de cette sublime boîte. C'est un grimoire vivant. Chaque carte est un sort chargé. C'est un guide à la roue des sorcières. Je vous en parle plus tard. Et ça a l'intention de nous servir à la fois comme une aide tutélaire et divinatoire, de servir donc d'aide à la personne qui est soit en position d'observatrice curieuse des manières d'être ou de faire sorcière, ou à la sorcière novice, aux personnes qui pratiquent de longue date, ou les plus expérimentés d'entre nous. Avec ce jeu, on a construit un hôtel aux saisons, aux phases de la lune, au stationnement du soleil, au voyage dans la vie, et on en a fait une incarnation sacrée de notre relation la plus sacrée aux éléments. Chaque carte a été bénie avec les éléments, elle a été infusée avec des sorts pour empuissancer, empower la magie qui vous est propre et intrinsèque, en s'engageant auprès de ces cartes d'oracle. Voilà, engage-toi avec ces cartes d'oracle comme tu le ferais avec n'importe quel outil divinatoire pour augmenter tes tirages intuitifs. Désolée pour cette traduction un peu un peu coussi-coussa. Voilà, donc on a ici de quoi nous expliquer comment ça fonctionne. On a d'autres types de gravures, en fait. Les cartes elles-mêmes sont des superpositions de linogravure, je pense, de sorts, où donc on a collé dessus des points, on a dessus certains des éléments qui ont servi au sort, comme ici potentiellement des bâtons de cannelle. Et donc c'est vraiment un ensemble puis la gravure jusqu'au fait de les charger qui font qu'elles ont pris cette forme. Et puis elles ont été traitées au niveau digital, hein, pour avoir des couleurs qui correspondent à leur position dans l'ensemble du jeu. Alors comment fonctionne l'ensemble du jeu? Du coup, il suit cette espèce de roue des sorcières. Donc c'est une espèce de roue de l'année, disons améliorée, parce que la roue de l'année païenne, comme vous savez certainement, c'est une construction assez récente, qui a moins de 100 ans, qui se voulait être une reconstruction d'une supposée vieille religion, parce que maintenant, bon, plus personne ne le proclame comme tel, mais qui avait des défauts, parmi lesquels le fait d'être très orienté sur un cycle des saisons plutôt britannique, voire anglais, et le présenter comme quelque chose d'universel anglais, voire aussi avec un peu d'appropriation de la culture irlandaise, avec ce côté très dominant que peut avoir la culture anglaise. Enfin, vous connaissez certainement un peu tout ça. Donc il y a beaucoup de problèmes avec la roue de l'année, et aussi beaucoup de choses qui fonctionnent et qui nous permettent vraiment d'observer le cycle de saison, de travailler avec ce qu'il y a autour de nous à un moment précis, et c'est surtout une base qui est super intéressante à adapter, je trouve, en fonction de nos pratiques à tous.
Et franchement, tenir en quelques minutes pour parler de ça, alors que j'ai toujours tellement de choses à dire et que je ne sais jamais comment aborder ces sujets-là, parce que ce serait sans fin d'en discuter, ça tient du miracle. Hein. Là, je m'auto-félicite, franchement. Et donc, cette roue de sorcière a été créée par Colin Borst de Modern Exology. Alors, c'est illisible dans cette version ici. J'ai dû télécharger sur Internet pour bien le voir. Mais ça nous permet de comprendre comment sont articulées chacune des cartes de l'oracle. Alors, on a Surrender, le fait de se rendre, qui est au centre. Et puis, on a ici un premier niveau. Avec ici, on a les concordances par rapport à la roue de l'année. Avec Yule, Imbolc, Ostara pour l'équinoxe de printemps, etc. Et puis, on a aussi les 12 signes du zodiaque. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais vraiment, l'avantage de cet oracle, c'est de pouvoir adapter ça à sa pratique. Et l'avantage des mots-clés qui ont été choisis, c'est justement pour les personnes qui ne travaillent ni avec l'astrologie, ni avec la roue de l'année néo-païenne, de pouvoir s'approprier quand même les saisons et une pratique qui est influencée par les saisons. Donc je disais, au centre, on a le fait de se rendre, surrender, qui est aussi accepter de se rendre à ce cycle, de se rendre nos réticences en tant que sorcière ou là où ça coince, etc. J'utilise le terme sorcière parce que c'est celui qui est utilisé par les créatrices. Je vais vraiment pas non plus rentrer dans les détails de ce qu'on peut mettre ou pas dans ces termes-là. Et donc autour, on a les cartes des 4 éléments. Et puis ensuite, on a les saisons. Et à chaque fois, les concordances, enfin les correspondances entre les éléments, les saisons. On a les différentes parties de la journée, en commençant par le lever du soleil et puis minuit. Et puis à chaque fois, on a différents axes. Ouais, j'aime bien vous expliquer les détails parce que moi j'adore trop les structures des oracles. Donc, le premier arc narratif, c'est les cartes de la source cosmique avec les origines élémentales et les cycles naturels. Bon, je vous laisse pas lire tout le texte, du coup j'ai sorti ça du centre parce que bon, c'est pas toujours très classe en fait de diffuser le contenu d'un ouvrage comme ça, enfin c'est pas classe du tout. À part faire quelques citations, c'est inapproprié, ce qui est très dommage parce que les premières pages où elles expliquent leur démarche sont tellement passionnantes que j'aimerais trop pouvoir vous le lire, mais je laisse le mystère et je vous laisse vous plonger dans ces images. Alors, le deuxième arc narratif, c'est les cartes du life path, du sentier de vie. Ce sont les phases de la vie et l'intervention divine. Et donc, là, c'est... bon, je ne vais pas rentrer dans les termes, encore une fois, mais... je vais quand même vous mettre la roue ici pour que vous puissiez avoir une petite idée. On a l'émergence et la renaissance, les promesses et l'enfance. Et puis donc là, on a toute une série d'âges de la vie. Vous savez, moi, je suis pas très fan des analogies entre les évolutions et les âges de la vie, mais voilà. Encore une fois, si l'ouvrage fonctionne, tant mieux. Et la vérité, c'est que je sors jamais ces cartes-là. Pour l'instant, je les tire pas. Donc, ça va. L'oracle m'a comprise. Et puis après, on a des termes qui sont plus généralistes, qui vont vraiment avoir... qui vont résonner quand même très fort comme les différents sabbats. Donc, on a pour Yule, ou le solstice d'hiver, on a solitude. Pour Imbolc, donc la période de la chandeleur, on a l'émergence. On a la promesse pour l'équinoxe de printemps ou Ostara. Catalyste pour Beltane, le 1er mai. Célébration pour Lita ou le solstice d'été. L'abondance pour la masse ou Lunasa, donc la première fête des récoltes. Pour l'équinoxe d'automne, on a la générosité. Pour Samhain ou la Toussaint, hein, dans le calendrier chrétien, on a la récolte des âmes. Et du coup, je vous ai parlé de la solitude, je crois que j'ai déjà dit. Donc ça fonctionne bien. C'est vraiment une façon très intéressante de ne pas nommer ces sabbats et en même temps de ramener très fort leur énergie. Donc dans les cartes élémentales, je vous montre ici l'eau. Dans les cartes des moments du jour, j'ai minuit ici sous les yeux. Hop, le printemps pour les saisons. Et alors, qu'est-ce que j'essayais de trouver là, moi, désespérément?
certaines des choses que je viens de mentionner, c'est ça? Je sais même pas ce que je cherche, écoutez-moi ça. Donc abondance, qui est donc la carte qui correspond ici à Lunasa ou à la masse. Donc première récolte, vous voyez, on a cette espèce de faux, c'est pas une faux, comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Ça avec quoi on ramasse les blés, par exemple, donc ça nous évoque très fort tout ça, et toutes les célébrations que dans la roue néo-païenne, on associe à tout ça. Dans la région d'où je viens, à cette période-là, autour du premier week-end d'août, on a encore des célébrations agricoles très importantes qui durent aussi tout le mois d'août. Et du coup, je trouve que pour le coup, ce sabbat-là est encore très très présent en fait dans les célébrations agricoles dans les régions rurales. Et donc voilà. Pour le coup, c'est une partie de la reconstruction que je garderai. Ça ne résonne pas du tout avec mon état à ce moment-là de l'année, parce qu'avec mes allergies, je suis au fond du trou en nous. Mais ça résonne assez fort au climat, à l'environnement dans lequel j'ai grandi, aux célébrations qu'on a à ce moment-là. Voilà, et du coup, je sais quoi peut-être? Ah, les phases de la vie, pour vous montrer ça. Ça devient long, non? Ah, voilà. Elderhood, le fait d'être âgé, d'être un ou une aînée, disons peut-être, avec ce superbe loup qui hurle, et qui est donc associé à la période de Samhain et à la récolte des âmes. Ça, c'est le deuxième arc, et je vais essayer d'aller plus vite pour la fin. Mais vous voyez, j'aime bien vous expliquer le système. Et alors, on peut poser toutes les cartes en grand pour faire le système au maximum. Oui, on ne le fait pas tous les jours parce qu'elles sont tellement grandes, ça prend plein d'espace par terre. Mais ouais, j'aime bien les oracles quand ils ont un système. Pardon, je bois, ça fait du bruit avec ma paille. Alors, enfin, les derniers arcs s'appellent celui de la magie de tous les jours, avec, elles appellent ça la magie élémentale et les pratiques, les moments pratiques. Ok, et donc là, on a des cartes qui sont associées soit à l'élément, qui sont associées à des éléments. Ok, on va trouver un exemple. Ok, d'accord, identité, c'est associé en priorité à l'élémentaire, vous le voyez ici, c'est bon, je suis dans le cadre, voilà. Mais on a aussi ici l'élément d'air. Et donc, c'est l'air de la terre. Et du coup, ça résonne. Ça nous montre quel est son placement. On y arrive. Dans la roue de l'année, l'identité est ici. Au niveau de après Samhain, entre la saison du Scorpion et la saison du Sagittaire. Et va correspondre à la terre ici. Et voilà, vous voyez certainement pas parce qu'elle est très difficile à lire, elle est très pixelisée cette image. Mais donc toutes ces choses ont un sens. Et donc là vous avez les ancêtres qui sont en premier lieu l'élément d'eau et en deuxième l'élément d'air. Hop là. Et donc ça nous donne l'air de l'eau, voilà, on en a d'autres ici. En premier lieu le feu et en deuxième la terre. Ici on a le feu et l'eau, nous semble-t-il. Oh pardon, je vous ai bougé. Pareil, on a encore... Ça c'est des cartes de troisième arc. Ici aussi. Et donc elles se différencient par rapport à d'autres, comme ici par exemple l'enfance, où les symboles sont là, encore une fois, mais ils sont moins centraux. Et alors, si je vous prends, par exemple, on va prendre créativité directement. Pour juste vous montrer... Enfin, je suis en train de faire une review, alors j'étais censée faire autre chose avec cette vidéo. Hein. Vous apprécierez. Aïe, 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 Katou. On ne la changera pas, cette Katou. Inspiration, créativité, c'est ici. On a à chaque fois où on peut la situer dans la roue. On a un sortilège qui est un truc vraiment très puissant à lire à haute voix, qui est incroyablement fort. Et puis on a le message de guidance, quelques questions à se poser autour de tout ça. Mais c'est incroyable, hein. Pour chacune des cartes, on a juste une page. Mais le truc que ça représente, que ça bouge en nous et tout, c'est fou. Et je trouve que ça fonctionne aussi bien de tirer des cartes avec lesquelles on peut travailler sur le long terme ou pour la saison, ou tirer des cartes à différentes
à différents moments de la lunaison ou des saisons et tout. Certes, ou bien de choisir en fonction de où on est sur la roue de l'année, simplement quelle carte on va mettre sur son autel. Voilà, en été, on pourrait choisir de privilégier le feu, la générosité. Là, tout de suite, je ne sais plus forcément où c'est adapté, mais c'est l'équinoxe. Donc ça doit être l'équinoxe d'automne, probablement. Voilà, le premier croissant de lune. Les croissants sont un peu conçus à l'envers, c'est un peu étrange. Mais ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors voilà, on retrouve le feu ici. Je vais mettre les croissants de la lunaison ici. Donc ça peut être simplement de les choisir très consciemment. Les cartes avec lesquelles on travaille, qu'on met au centre et tout. Donc vous voyez hein, que en fait, le dégradé de couleur, ouais, disons, le dégradé va fonctionner dans le cadre de la roue de l'année. Je ne veux pas vous la montrer parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, donc il y a tout ça, mais il y a aussi tout simplement de pouvoir tirer ces cartes, même si c'est une carte du jour, voilà, que ce soit une carte du jour ou que ce soit une carte... Oh, j'arrive pas à me concentrer à les regarder en même temps, j'arrive pas à parler. Que ce soit une carte du jour, que ce soit une carte pour une intention avec laquelle vous êtes en train de travailler, une énergie qui vous perturbe, un contact qui vous paraît intéressant et tout, elles ont beaucoup à dire. Que ce soit parfois juste visuellement, qu'est-ce que ça nous fait de voir cette carte, qu'est-ce que ça réveille en nous, quoi, ou alors juste... Ces petits textes, les petits sorts qui sont écrits pour aller avec chacune des cartes sont vraiment, vraiment incroyables. Moi, ça m'a permis, ce jeu est arrivé, ce cadeau formidable est arrivé au bon moment pour moi. Ça m'a vraiment permis d'avancer sur des choses sur lesquelles j'étais un petit peu coincée. Et personnellement, je trouve qu'on sent très très fort les énergies des sorts qui ont été mis avec ces cartes, que ça bouge, ouais, ça envoie de l'énergie, ça travaille, c'est très... on sent aussi, c'est des personnes queer qui ont écrit ça, ce sont des personnes qui parlent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, si vous les suivez, de l'oppression qu'elles subissent en tant que descendantes, descendantes de la diaspora des Roms aux États-Unis. Et toute cette énergie de parler pour les opprimés, par des opprimés, des personnes queer, des personnes trans et tout, enfin c'est ultra présent dans le jeu et il y a une telle force là-dedans. C'est fou, c'est incroyable. Et donc, étape suivante, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en tirage, parce que là, je vous dis peut-être toutes les façons pour moi, pour l'instant, de travailler avec ça. Et encore une fois, c'est très difficile à expliquer, quoi. Bon, si vous travaillez au niveau élémental, vous savez ce que ça peut provoquer d'avoir l'air ou le feu, par exemple. Mais comment elles se combinent quand on tire plusieurs de ces cartes, comment ces énergies se rencontrent et tout. Enfin, c'est très 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 spécial. Bon, c'est difficile à mélanger un grand jeu comme ça, mais ça fonctionne. Les cartes sont d'une telle rigidité, enfin, elles sont souples, tout en étant épaisses et solides, que voilà, on peut les mélanger comme ça par le bord sans trop les abîmer. Et puis, bon, bah, une fois qu'elles seront abîmées, elles auront bien vécu et ce sera très chouette. Donc, ça va hein, à mélanger. Parfois, je fais juste des tas pour genre 5 ou 6 tas, par exemple, pour redistribuer le truc parce que voilà, c'est pas parfait non plus ce qu'on arrive à faire comme ça. Je commence à radoter et donc je vais faire une pause et peut-être aujourd'hui encore je pourrais tourner le reste des vidéos pour vous expliquer comment je fonctionne avec ces différentes cartes entre elles. Ah non, je vais d'abord filmer le spoliar en vitesse. Oui, donc c'est un peu bête, mais c'est pas bête, mais c'est comme ça que j'ai voulu travailler avec ça. Je me suis dit, oh, moi, je travaille énormément avec l'astrologie en ce moment. J'étudie l'astrologie traditionnelle. C'est très important pour moi. Et encore une fois, c'est avant tout personnel, même si j'exclus pas un jour peut-être de lire des thèmes ou des transits pour d'autres personnes. Et donc, j'avais vraiment envie d'ajouter ces éléments-là. Mais il n'y a aucun des jeux existants qui me parle plus que ça. Des jeux
de tarot qui sont vraiment centrés, enfin des jeux d'oracle qui sont vraiment centrés sur l'astrologie. Je trouve ça très utile, mais j'y retrouve jamais ce que moi j'ai envie de trouver quand je travaille avec ça. Donc j'ai mon Spolia, si vous, j'en ai déjà parlé, et je mettrai les liens vers les vidéos si j'oublie pas, au moins en haut de l'écran ou en bas. Donc ce Spolia, déjà je l'ai coupé à la façon Catou. J'ai coupé les bords qui étaient infâmes et j'ai écrit dessus. Oui, parce que je suis vraiment horrible. C'est donc un jeu épuisé avec une rigidité de cartes vraiment insupportable. Voilà, on sait pas tirer les cartes avec l'ensemble du jeu parce qu'on a toutes les majeures et puis toutes les mineures et puis on a les 12 signes du zodiaque. Oh, le taureau. Et donc bref. J'ai vraiment du mal à l'utiliser en entier, même si c'est un tarot qui est sublime. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un mini oracle astrologique. Alors, comment? Bon, bah déjà, il y a les 12 cartes. Les 12 cartes des signes. Donc, je vous ai déjà dit, je crois, que je vous mettrai le lien pour pouvoir regarder la vidéo où je parle plus du Spolia. Donc, ces 12 cartes, elles sont là et elles sont intéressantes. Oh, les petits pichons, la Vierge, le Scorpion, je suis bien, oui, je suis largement dans le cadre, ça va. Hop, je trie en même temps pour garder la suite. Bon, la carte des Gémeaux, c'est quand même triste à dire, mais ce soleil en Gémeaux ici n'est pas du tout satisfaite avec cette carte du Gémeaux. Râleuse, le Cancer, qui je pense c'est à l'envers, avec sa lune et son petit crabe, le Lion, le Sagittaire, et je pense qu'on a fait le tour. Donc, ok, ça existait déjà dans ce tarot-là. Donc finalement, ça me plaît plus de l'utiliser à part comme un oracle qu'autre chose. Mais je travaille en astrologie plutôt traditionnelle, hellénistique. Ça m'intéresse pas trop d'avoir les signes tout seul. Puis de toute façon, quand on fait de la magie ou de la divination, quand on a un rapport approfondi avec l'astrologie, enfin il y a plein de façons d'avoir des rapports approfondis avec l'astrologie, mais ce que je veux te dire par là, c'est d'avoir une connexion avec les astres, avec le cosmos, avec leur signification, etc. On a besoin des planètes. Bon, les personnes qui font de la magie planétaire et de la magie astrologique, encore plus que moi, c'est pas mon cas. C'était juste pour prendre l'exemple. Et donc, j'ai pris les cartes qui étaient en tarot plutôt contemporain, hein, qu'on associe à chacune des planètes, et j'ai bien indiqué les planètes dessus. J'ai cru comprendre qu'avec la tradition du Marseille et tout ça, on n'utilisait pas les mêmes correspondances. Mais pour moi, les correspondances modernes fonctionnent super bien. Donc, voilà. je prévois de faire un article sur le blog là-dessus, sur comment faire son thème avec le tarot, tirer son thème astral en ajoutant le tarot, mais ça va me prendre un peu de temps. Donc voilà. Donc Jupiter, qui en plus est représenté sur la roue de la fortune. Mercure, on a Hermès Trismégiste dessus, donc voilà, je ne peux pas essayer de prononcer les trucs correctement. On a l'Hermès de l'hermétisme dessus. Donc Mercure est là avec le magicien, évidemment. Donc, en plus, il y a tellement une dimension alchimiste, de travail avec les correspondances, les signatures, tout ça, dans ce Spolia qui convient vraiment pour ça. La tour est associée à Mars, on voit bien l'élément de feu ici aussi, c'est chouette. Pluton, dans les planètes modernes, est associé au jugement et c'est très beau, on a une dimension très plutonienne ici. Vénus est l'impératrice, magnifique. Saturne, c'est le monde. Le soleil, c'est le soleil, c'est à l'envers ça, non? Sûrement. Le soleil, c'est le soleil. Le pendu, la pendue, ça fait, c'est associé à Neptune. La lune pour la grande prêtresse. Et Uranus, c'est le fou, la folle. Donc ça, je vais vraiment adorer l'utiliser en complément. Je pense pas le faire trop seul. Ça peut être simplement dans l'idée de cerner un peu les cartes du jour. Voilà, aujourd'hui on est jeudi. Je pourrais tirer la carte de Jupiter et la mettre pour m'inspirer, pour inspirer mes réflexions et tout. Je pourrais aussi sortir en fonction des transits. Alors l'avantage c'est, ok, je sais pas trop où est la lune en ce moment. Vénus est rentrée en bélier
il n'y a pas très longtemps, il va faire sa conjonction supérieure avec le soleil en bélier dans la semaine, et donc je pourrais complètement voilà, utiliser Vénus, le soleil, le bélier pour moi, pour m'inspirer, pour voir ce que ça réveille en moi, qu'est-ce qui est en train de se passer, quelle est cette transformation qui opère avec ce transit super important, voilà, puis hein, le Verseau. Où sont pour l'instant notre ami Jupiter et notre grand copain qui a toujours la joie de vivre, Saturne. Où es-tu, Saturne? Tu te caches, ça m'étonne tellement pas de toi, ça. Ça, c'est typique, hein. Saturne, tu le cherches, il est en mode le voilà. Voilà, donc on a vraiment cette dimension-là où je pourrais l'utiliser au quotidien et je ne le fais pas plus que ça. Mais j'aime bien, en plus des tirages de tout type, voir qu'est-ce qui se passe. Alors si je vais tirer le Cancer, ça peut m'évoquer la maison dans laquelle c'est dans mon thème, les planètes que j'ai là, j'ai pas de planète en Cancer, je n'ai que, que des astéroïdes, mais ça pourrait me faire penser à ça par exemple, ou plein d'autres choses, enfin, toutes les associations qui peuvent avoir lieu pour moi en faisant ces tirages sont vraiment importantes, et donc je suis ravie d'utiliser le Spoliac. Pour l'instant j'ai laissé ici les deux oracles, les deux tarots, pardon. Oh. Et je voulais dire que je voulais profiter de l'occasion pour préciser que je n'aime pas trop mélanger deux tarots. Alors, j'ai vu faire ça beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, avec des personnes qui allaient assigner des fonctions différentes à chacun des tarots. Par exemple, un tarot qui va plutôt permettre d'être dans le pratique et un autre, disons, dans l'éthérique, ou quelque chose qui va être dans le concret et disons, comment on dit ça? Et un des tarots qui va déterminer la personne au centre, et puis l'autre qui va déterminer ce qui est autour. Les énergies sous-jacentes, blablabla. Des trucs comme ça. Et je trouvais que ça fonctionnait très bien. Moi, j'ai jamais pu trop faire ça. J'ai jamais trouvé que c'était utile, pratique, d'utiliser plusieurs tarots. Donc, ça fait pas du tout partie de ma pratique à moi, donc là c'était juste pour préciser. Je vois pourquoi ça fonctionne chez certaines personnes. Je pense qu'avec des tarots qui sont pas généralistes, ça peut vraiment fonctionner parce qu'il y en a un qui va nous apporter quelque chose de très précis qu'on ne va pas trouver dans un tarot, qui va presque plus fonctionner comme un oracle. Je pense tout de suite à un tarot qui va plutôt être basé sur les plantes. Bah, sa fonction va être différente parce on peut être par exemple dans un message des guides, des plantes, on peut être dans quelque chose qui va nous orienter vers une pratique avec les plantes, pareil avec des tarots de divinité, etc. Mais pour moi, honnêtement, la force d'un tarot est telle que je ne ressens pas le besoin de mélanger mes tarots entre eux. Donc, du coup, j'ai gardé celui-ci, mais je vais l'enlever. Et voilà les gros bidous, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette première vidéo, mais je vous dis à très vite pour les vidéos suivantes de ces combinaisons entre tarot et oracle, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux que ça réveille chez moi par rapport à ma pratique des cartes et comment ça peut éventuellement vous inspirer dans votre propre technique, dans votre propre pratique avec des suggestions de tirage, de position pour les cartes ou bien de fluidité totale en fait avec les cartes. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. En paillettes, si j'ose vous l'avouer.